Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Je reçois aujourd'hui Joël Vernet, poète, écrivain, voyageur, grand voyageur. Et pour commencer, pour changer, je dirais, je lirai un extrait d'un de ses ouvrages qui s'appelle La nuit errante, qui a été publié aux éditions Lettres Vives. Enfant, je n'ai reçu aucun don, sauf celui des flâneries, de la lenteur et de l'observation. Tous trois allant d'ailleurs de concert. Je n'ai reçu rien d'autre que ces 3 flèches dans le cœur. 3 flèches pour mon arc, 3 flèches pour sa corde d'amour qui vibre de temps à autre. Puis a surgi une immense catastrophe qui m'a projeté dans le sombre et le clair, la transparence absolue et l'obscurité totale. Très jeune, l'on m'a arraché le cœur et l'on ne me l'a jamais rendu. Ou bien sous une autre forme, inconnue des humains. C'est avec le cœur des morts que j'écris, sans me soucier de rien d'autre que de leur chant si beau, si bon. Les morts, dirons-nous, un peu plus tôt que les autres, m'ont donné la vue, rien d'autre que cela, la vision immédiate de notre fin, la clairvoyance. Voilà, c'est ce texte que je trouve très fort et parlant, pose une question qu'on se pose immédiatement. C'est comment fait-on pour écrire avec les morts ou depuis les morts ou grâce aux morts? Joël. Personne ne choisit son destin ou les catastrophes qui surviennent et certains d'entre nous les vivent plus tôt, plus jeunes, d'autres plus tard ou jamais. Et donc une catastrophe est entrée dans ma vie, dans la vie de notre famille et c'est une interrogation qui demeure aujourd'hui, que j'ai appelée celle du jour noir. Et je pense que cette absence, ce manque, cette mort m'a conduit vers la création. C'est peut-être pas le seul argument, le seul motif, la seule nécessité, mais elle a été ma part du feu, et c'est parce qu'il y a eu et qu'il y a cette absence que au fond, j'ai cheminé, j'ai comblé, j'ai compensé pour tenir debout, pour trouver une voie personnelle, singulière. J'ai trouvé ça aussi grâce aux mots, et aussi, je dirais, c'est terrible, grâce à cette absence définitive. Parce qu'il me semble en tout cas qu'en poésie particulièrement, il est pas fréquent, mais quand on reçoit sur la tête ou dans sa vie un choc essentiel, eh bien les mots de la poésie répondent mieux à la possibilité ou au désir qu'on peut avoir de non seulement compenser, mais d'exprimer, d'arriver à dire quelque chose de ce qui est souvent peu dissible. Donc je comprends très bien. Je suis un peu confus de te poser cette question parce que quand on évoque quelque chose de douloureux, c'est toujours un peu compliqué. Mais comme tu avais écrit le livre, je me suis permis. Oui et non, parce que la littérature ou la poésie ne peut pas se contenter de raconter nos vies privées, nos désastres ou nos joies, nos espérances. Et en fait, c'est une métamorphose, une résurrection qui se produit. Et donc, il faut qu'on s'en sorte. Hein. On est comme des noyés, et il faut vraiment mettre la tête hors de l'eau. Et c'est un parcours de vie. C'est aussi de la résilience. C'est une façon de dire tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Et toi, tu as un noyé très vivant, enfin un non-noyé très vivant, c'est-à-dire que tu as beaucoup voyagé. Tu as été en Afrique, tu as bourlingué énormément, et à la fois, tu es un écrivain de la contemplation.
Donc, comment arrives-tu? Parce qu'en voyage, on peut difficilement être immobile, regarder, ne rien faire, sauf dans des parenthèses. Oui, l'écriture pour moi en tout cas, parce qu'il y a 1000 chemins qu'on peut emprunter dans la création, mais elle se, elle s'est forgée sur cette absence et puis sur le fait que j'ai vécu dans un tout petit village de la Margeride, disons aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère, entre une ferme et une maison de village. Donc j'ai eu cette chance inouïe de vivre dans une liberté, je dirais, en dépit de cette catastrophe personnelle, dans une sorte de bonheur, de joie éclatante et de grande liberté. Mais il y avait aussi les empêchements de l'époque, idéologiques, religieux, puisqu'on voulait faire de moi un prêtre. Et j'ai fait toutes les écoles primaires, maternelles, etc. là-bas. Et devenant jeune adulte, je me suis arraché à tout ça. Et l'école m'ayant envoyé plus tard au lycée, à l'université, j'ai rencontré des Africains. Je me suis toujours senti une sorte d'immigré dans mon propre pays. J'étais à l'université à Lyon et là, mes premiers frères que j'ai rencontrés, c'était aussi des étudiants, notamment des amis maliens. Donc, on a fraternisé et aujourd'hui, nos amitiés se poursuivent. Et grâce à eux, grâce à l'un d'entre eux, qui a beaucoup compté pour moi, que je revois toujours, je revois sa famille, j'avais 20 ans et je suis parti à Abidjan. Et ce type, cet ami, était lié à Amadou Ampateba, ils sont originaires du même village de Bandiagara. Et en fait, sans que je le veuille, sans que je provoque quoi que ce soit, il y a des portes, enfin des voies qui sont ouvertes extraordinaires. Donc, je partais souvent chez Ampateba à Abidjan. Quelquefois, il bloquait la rue et il offrait à manger et il récitait des contes dans la rue. Oui, c'est un personnage fantastique et un écrivain à la fois profond et gai et drôle, vivant. Mais je savais rien de tout Ouais, ça, moi. ouais. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Oui, mais tu l'as vu alors. Oui, Tu l'as entendu. si tu veux, parce que mon copain, j'avais emmené quelques bouquins à Abidjan et je voulais un peu écrire, si vous voulez. Donc, il savait, mon ami considérait que j'étais un écrivain en herbe. Donc, il avait dit, tiens, puisqu'il est un écrivain en herbe, on va le présenter en Ampateba. Et Ampateba souhaitait, bon, sans forte conviction, mais il aurait souhaité comment on dit, que je devienne musulman, hein, Te convertir. que je me convertisse. Mais je lui ai dit que je préférais la lumière du soleil et des pierres à tout et que j'étais athée. Bon, voilà, il était un petit peu troublé parce qu'il ne comprenait pas, mais il avait une vision très œcuménique, pas du tout agressive, et ça s'est très très bien passé. Après, j'ai eu la chance de pouvoir lui rendre hommage grâce à France Culture. J'ai réalisé à partir de Bandiagara plusieurs émissions radiophoniques en hommage à Ampaté. J'ai connu sa première épouse, j'ai connu des vieux à Bandiagara qui l'ont connu. Enfin, c'est des moments. Je pense que j'étais nègre sans le savoir comme on l'est tous, ou je pourrais être japonais. Là, comme on est à 7 au Festival Voix Vive, tu es un peu bronzé. Est-ce que tu peux nous lire un texte de toi, s'il te plaît? Ça me ferait plaisir. Nous ne savons jamais de quelle source naissent les grandes choses, les joies vivantes, les défaites, les rêves, les insomnies, les quêtes irraisonnables. Elles s'amorcent dans la contemplation, mélangeant toutes les époques. Se posant sur la table des jours comme des cartes, des images, des lampes, elles proviennent toujours de la vie vivante, signant leur congé, réapparaissant à la lumière d'un événement aussi minuscule soit-il, et l'œil capte ainsi ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. L'homme s'en va par les chemins plus ou moins loin de sa maison, marche, chemine, puisque c'est là son plus grand plaisir ou sa plus grande contrainte. Contemple, observe, ferme les yeux, écoute, reçoit, accueille, se penche.
Ce n'est pas un travail, c'est quelque chose qui ne pèse rien du tout dans le monde, mais c'est toute sa vie depuis toujours. Il ne fait plus qu'un avec l'ordinaire des jours. Il s'occupe des toutes petites choses que viennent bousculer souvent les grandes nouvelles qui lui parviennent par les fenêtres du ciel. Il les entend, il veut les entendre, car il n'est éloigné de rien. Mais ce qui l'absorbe, ce sont les vies, les êtres, les objets, la lumière, les ombres autour de lui. Il y a là une telle matière vivante que plusieurs vies seraient nécessaires pour en chanter les épopées. Mais vivre est à peine un instant où il lui faut donc être doublement attentif, se laisser entièrement brûler par la lumière, apprendre à recevoir en pleine face tant de forces qui vont par le monde, surgissent, meurent, renaissent, et en retranscrire la beauté dans ce qu'il nous faut bien nommer un livre qui n'est rien d'autre qu'une chambre d'écho ouverte aux quatre vents, qu'il quitte souvent pour la rejoindre à la nuit tombée, rendant grâce ainsi à tout ce qui l'a accompagné sur les chemins, dans la lumière, dans les plis du passé, les utopies de l'avenir. Dis-moi, c'est tiré de L'adieu est un signe, je crois, De Fata Morgana. de Fata Morgana. Et je vois sur ce livre, qui est dans la couverture est fort belle, des dessins. Je sais que tu as un rapport assez fort à la peinture, au dessin. Oui, ce sont des dessins ou des encres de Michel Potage, qui est un grand peintre, qui a été joueur de rock aussi, musicien, et qui nous avons travaillé ensemble pour 2 livres, Rumeurs du silence, L'adieu est un signe, et peut-être le 3e qui va sortir chez Fata Morgana, L'oubli est une tache dans le ciel. On ne s'est jamais rencontré avec Michel. Bon, Tu lui envoies tes textes, l'éditeur lui envoie et il a plaisir à travailler dessus. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment, je dirais, vraiment dans la grande difficulté aussi psychique. Et il travaille malheureusement de moins en moins, mais ça lui offre un espace de respiration et j'espère qu'il pourra faire les dessins pour le 3e. Espérons-le. Oui. Je ne sais pas
Je n'ai jamais su où aller, mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas un prophète. Méfiez-vous des prophètes. Ailleurs, le monde est le même qu'ici. N'imitez pas ce qui est loin de vous. Est venu le temps de la réinvention, de l'invention de la vie simple, du recommencement. Aimez ce que vous faites, l'odeur du pain qui sort de vos fours parce que vous avez pris grand soin des céréales. Penchez-vous sur ce qui tremble, qui est incertain. Écartez ces produits de mort qu'on vous délivre. Dites aux enfants que vous ne voulez plus détruire la terre, empoisonner les océans, qu'il vous appartient maintenant, à chaque seconde, d'être déjà fiers de l'avenir. Ne succombez pas à la parole du plus grand nombre, vous n'êtes pas seul, d'autres comme vous ont su ouvrir leur regard. Votre travail est beau, le mien n'est pas son contraire. Les uns et les autres voulons voir la beauté du monde. Cessons de détruire et accompagnons tout ce qui est vivant. Allons sur les chemins, ne craignons plus de nous éloigner, de nous perdre. La vie, ce n'est pas l'histoire, la vie est éternelle. Ne nous laissons pas gouverner par l'histoire, mais sachons nous pencher sur un brin d'herbe, ici, sachons voir un regard qui nous appelle. Merci, c'est beau et je suis d'accord. et je dirais même qu'il y a des prophètes du pesticide quand on est agriculteur et quand on s'intéresse à ce qui pousse dans la terre. Il ne faut pas écouter les mauvais prophètes qui te disent que si on ne met pas des produits chimiques et toutes sortes d'horreurs dans la terre pour que ça cultive mieux et qu'on produise plus, on n'arrivera pas à nourrir le monde. C'est faux. La façon de cultiver la terre de façon respectueuse est parfois plus difficile, nécessite d'un travail plus important, mais les rendements, au bout du compte, lorsque la terre retrouve sa véritable qualité, sont aussi bons que quand on flanque des pesticides et autres engrais de mauvaise qualité. Donc sur ce point, la poésie a raison, je trouve. Je crois que tu t'intéresses à la terre et à l'agriculture. Oui, je suis issu d'un petit peuple de bergers et de paysannerie familiale et j'ai vu s'effondrer, je suis sur cette fracture. Nous sommes quelques écrivains en France comme ça, mais même s'ils n'ont pas été paysans, mais je pense à Bergogneau, à Pierre Michon, à Richard Millet. Bon, ils n'ont pas été vraiment agriculteurs, mais disons qu'ils ont vécu dans ce milieu rustique et tellement tant d'autres anonymes qui ont vu l'effondrement de nos territoires. À mes yeux, pour deux raisons. Parce que l'on a détruit la petite agriculture familiale et que l'on s'est mis à faire circuler la marchandise industrielle via des systèmes de grandes surfaces, de grands machins qui empoisonnent nos paysages. Donc je suis très sensible à ça parce que c'est proche de la poésie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était vivant et on a tué nos sols, on a détruit, on a fermé des écoles, et tout ça, on voudrait nous laisser entendre que c'est une fatalité, que c'est très académique, qu'il n'y a on ne pouvait pas faire autrement. Et moi, je suis persuadé du contraire. Et je pense que si on ne réinvente pas une petite agriculture familiale en raison de la démographie galopante qui va faire que les mégalopoles seront invivables, si on ne réinvente pas ça déjà pour la France, sur nos territoires, si on n'invente pas, il y a des jeunes gens qui se lèvent, qui créent des petites fermes, etc. Il y a plein de belles choses qui se font. C'est vers ça qu'il faut aller et non pas vers son contraire. C'est-à-dire qu'on a un discours totalement neurasthénique à beaucoup d'égards. D'un côté, tous les jours, on vous balance des injonctions à consommer de plus en plus, et alors qu'on sait pertinemment que c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut aller. Alors, des petites exploitations, le problème des petites exploitations, on n'est pas là pour parler d'agriculture, mais pour parler de poésie, c'est qu'il faut qu'elles arrivent dans cet entre-temps où les choses n'ont pas encore changé, à vivre. Et parce qu'au bout du compte, il faut payer son électricité, la voiture, enfin tout ce qu'on sait. C'est que les révolutions économiques et culturelles qui sont nécessaires si on veut arriver à la sauver, cette planète, elles doivent être accompagnées par des comportements qui aident à la transition. C'est bien le moins qu'on puisse dire. Et ce que tu dis, et la poésie a aussi pour mission, c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre essayer de conserver la véritable relation de l'homme à son monde, aussi à la langue, mais aussi à la nature et à la vie. D'une certaine façon, il faut que l'on protège notre maison. Et tu as écrit des beaux textes, un texte qui s'appelle « La maison où vivre avec le silence », dont je voudrais citer un petit extrait.
au bord d'une fenêtre, à regarder passer les nuages, à écouter les moindres bruits. Dans un jardin si étroit, j'ai eu des rêves immenses. La maison elle-même prenait des dimensions irréelles. Elle en devenait géante. Pourrais-je un jour la quitter, m'éloigner d'elle, la remplacer par un autre abri? C'est curieux, un homme qui a aussi un aussi grand sens de la maison, du repli, du silence, qui est un si grand voyageur et qui a quand même des avis assez politiques sur le monde. Oui, mais je pense que l'écriture aussi, ou toute forme d'art, nécessite une sorte de halte, et c'est un lieu où c'est important pour moi que je puisse avoir un lieu où être en paix, en silence, et un lieu de vie plutôt agréable. Et voilà, donc mon meilleur compagnon, celui avec lequel je parle très souvent, c'est un tilleul géant. Et il est d'une sagesse inouïe puisqu'il protège notre village depuis au moins une bonne centaine d'années. Et sans faire de bruit, sans être très très bavard. C'est quand même extraordinaire. Et c'est vrai que j'accomplis parfois des longs voyages en allant au fond de ce petit jardin de curé, que j'ai transformé aussi en mini potager, parce que c'est pas la peine d'avoir des très très grandes surfaces. Et donc, comment dire, j'apprends aussi à me lancer dans la petite agriculture toute domestique. Et que ça te permet de manger des bonnes choses aussi. Ah oui, parce que je ne peux plus manger, vous savez, les tomates. Je ne peux même plus aller dans les grandes surfaces manger les poisons, là. C'est-à-dire qu'on y va seulement quand il fait très chaud pour se rafraîchir un instant. Tu viens de publier, je crois, un livre qui rassemble un certain nombre de tes textes. Peux-tu nous en dire un mot, nous en lire un petit extrait et nous dire où est-ce qu'on peut trouver tes livres aussi, qui sont nombreux? Oui, c'est Carnet du long chemin, publié à la Rumeur libre, et qui rassemble des fragments de 1978 à 2000, à 2016. Donc, c'est un travail d'écriture au jour le jour, mais c'est un livre littéraire, c'est-à-dire ce sont des notes qui sont sans lesquelles il ne resterait trace de rien du tout. Je peux écrire tout aussi bien sur le tilleul géant que sur l'escargot qui a écrit sur le seuil de ma maison pendant la nuit, que sur la machine à coudre de ma compagne. Tout est trésor pour retranscrire en poésie. Et donc, c'est un livre qui est un vrai livre c'est une mine au fond où il y a, j'espère, plein de pistes à suivre. Très bien, on t'écoute. Alors, allez, on va faire un petit truc un peu politique, hein. Le capitalisme sauvage partout sur la Terre détruit les civilisations anciennes, traditionnelles, inocule son poison lié à l'argent immédiat, transforme violemment les modes de vie, les pratiques de production, de consommation, de distribution, anéantit des populations entières qui ne peuvent émerger de la misère, les affame, les font vivre dans le chaos, les maladies, et les pousse sur les routes. Tandis que les prédateurs s'éclairent de la mondialisation, ne cessent de s'enrichir, d'accumuler. Sur les routes de l'exil, les gens sont jetés les uns contre les autres, ne trouvent pas d'endroit où reprendre souffle, donner chance à leurs enfants. Et le racisme, l'hostilité à leur encontre souvent les accueille. Certains meurent en mer, embarqués sur des embarcations précaires, pour lesquelles ils ont payé des sommes folles à des salopards, des criminels. Et lorsqu'ils s'apprêtent à trouver un peu de repos, les polices les pourchassent, s'ils n'ont pas péri en mer. Donc en vérité, il n'y a jamais je vis dans un lieu éloigné, mais il n'y a pas d'éloignement du monde. Par la fenêtre, le monde entier, il vient chez moi par ma fenêtre. Il est apporté par le ciel qui est au-dessus du jardin. Je suis au courant de toutes les bonnes et mauvaises nouvelles du monde. Tu sais, ça me fait penser, tout à l'heure, je rencontrais Ingrid Storholm qui a écrit un livre sur Tchernobyl. Et là aussi, la campagne de Tchernobyl avant la catastrophe, en dehors de la centrale, c'était très paisible, merveilleusement tranquille. Et bien pourtant,
par le ciel est arrivé quelque chose d'épouvantable. Donc Ouais. tu as bien raison, tout est là, autour de nous. Juste une petite citation, toujours du texte « La maison où vivre », si tu veux. Un rouge-gorge, j'écris pour être un peu moins seul dans la vaste maison. Les poèmes sont des compagnons inestimables. Un rouge-gorge annonce sa visite contre la vitre. Son cou fait comme un éclat rouge ou roux sur la fenêtre. C'est un signe apparaissant au crépuscule. Il m'aidera à entrer dans la nuit, tandis qu'un chat alarmant rôde dans le jardin, guettant la proie que je ne serai jamais. C'est joli. Oui, les oiseaux qui traversent les feuillages des arbres me donnent beaucoup. Et vous savez, on se moque beaucoup. On dit les poètes, ils racontent des mièvreries. Mais y a-t-il une seule chose plus grande que le vol d'un oiseau, d'une hirondelle? C'est une merveille. Si vous voulez, pour conclure, je vais rendre hommage à la libellule. D'ailleurs, c'est très complexe, le vol d'un oiseau. L'on écrit bien, je pense, lorsqu'on n'écrit plus, que la foudre est ailleurs dans la vie même qui passe sous nos yeux, qu'on laisse la lumière des jadis jaillir de notre sang et qu'on est tout à l'écoute du cœur. La libellule, dans sa robe bleue, enchante la roche et la rivière. De sa danse, elle a éclairé tout le temps de mon enfance. Saurais-je un jour lui rendre hommage? Rendre hommage à une libellule est sans doute la plus belle des conquêtes. Joël, merci beaucoup pour ta lecture, ta présence et tes beaux textes. À bientôt. Merci à vous.